Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Très heureux de vous retrouver. Salutations déjà dans le chat. Je suis Jonathan Filion, je vais être avec vous pour la prochaine heure, bien accompagné avec Alex, avec Stéphane également un peu plus loin en régie. Salut messieurs. Salut Jonathan, salut à tous. Messieurs, le plus gros défi de mon émission aujourd'hui sera de réussir à rentrer cette émission dans une heure. Avec vous deux, j'ai l'impression que ce sera compliqué. Ça y est, ça commence déjà, allez, c'est parti. Déjà. Déjà. Bon, alors, attends, on va pas trop en rajouter, Steph, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de tout. Ouais. Exact. Voilà, messieurs, le sommaire assez simple pour aujourd'hui. On va revenir tout d'abord sur la suspension à Laurent Dauphin. Ensuite, on va parler dans l'ordre du classement des 5 clubs romans. Avant de commencer, je vous rappelle la rediffusion de cette émission sur MySports 1, 20h ce soir. Également, rediffusion sur toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Voilà, je vais y arriver. Dès l'après-midi. Également, nouveauté maintenant en VOD également sur notre application numérique, sur l'application MySports. Vous pouvez retrouver plusieurs de nos homemade et également tous les Overtime et Overtime NHL. Voilà, messieurs, sans plus attendre, on va y aller avec la suspension à Laurent Dauphin. Messieurs, 4 matchs de suspension pour Laurent Dauphin. Je veux votre avis d'ailleurs dans le chat. Je veux savoir combien de matchs, selon vous, aurait mérité Laurent Dauphin. Et c'est la question que je vous pose également. On peut commencer par toi, Alex. Bon, alors d'abord, c'est une surprise. Hein. En effet, la sanction est tombée ce matin. On l'a appris, comme tu l'as dit, 4 matchs de suspension. On était sur le plateau avec Steph vendredi quand c'est arrivé dans la rencontre entre Rapperswil et Ambry. Steph a tout de suite dit, oh là là, c'est la plus vilaine charge que j'ai vue depuis bien longtemps. On en parlait. Moi, ça me rappelait celle de Peterson hein, en finale de play-off quand il jouait avec Zurich. Il était allé un petit peu gratuitement, un peu la même chose. Il avait pris beaucoup d'élan, il avait sauté, il y avait la canne en avant. Il avait pris 7 matchs. Personne n'avait crié au scandale à ce moment-là quand la suspension était tombée. Alors peut-être que c'était la fin de saison, peut-être que ça portait moins à conséquence, etc. Enfin, quoique, il avait été suspendu la saison d'après. Mais là, franchement, ce qui est particulièrement désolant, après on pourra rentrer peut-être dans le côté technique de la sanction puis de la décision du PSO, c'est qu'une nouvelle fois, on a un geste ultra dangereux et au lieu de faire un exemple de ce geste-là en disant ça, on ne veut pas les voir sur les patinoires et résultat des courses avec 4 matchs de suspension, c'est quasiment, je vais exagérer, mais c'est quasiment dire ouais bon, c'est pas si grave que ça quoi finalement. Steph, on a dans le chat 7 à 9 matchs minimum, 6 à 7. On a rarement vu plus ici, mais j'aurais été jusqu'à 9, 7 matchs, 10 matchs. Là, c'est un sketch, c'est 4 matchs. Il y a même Brunel qui nous dit toute une saison pour Dauphin. Brunel, d'ailleurs, qu'on salue. Steph, est-ce que tu comprends? On va surtout dans la catégorie 3 avec les sanctions qui sont dites dans le chat. Là. Je ne sais pas s'il y a un bon avocat de la défense, mais voilà, il faudrait de dire que tout à sa crosse, il ne le chope pas vraiment contre la tête, contre l'épaule avant. Oui, on a été chercher des détails à décharge. Moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse sur un geste comme ça. Je ne vois pas comment on peut utiliser quoi que ce soit pour le défendre. Tout y était. Moi, je ne comprends pas aussi, parce qu'il y a un message envoyé, il y a une idée derrière ça. Tu mets 6, 7, 8 matchs. L'affaire, elle est belle. Tout le monde dit catégorie 3, 6, 7, 8 matchs. Tout le monde est d'accord. Balle au centre. C'est réglé. Là, je trouve qu'il donne encore une fois le bâton pour se faire taper. Là, tout le monde va dire 4 matchs, ce n'est pas suffisant. On va comparer avec celle de Gélina. Effectivement, si vous regardez 3 matchs pour Gélina et 4 matchs pour l'autre, c'est 2 charges, mais complètement différentes. Ce ne sont même pas comparables pour moi dans la gravité, dans l'idée. C'est encore une fois, mais on va perdre encore des temps, on va perdre d'énergie pour ça, mais encore une fois, c'est une décision qui est incompréhensible. Et puis là, il y a un petit cross-check dans le dos ce week-end, le joueur d'Ambry qui a fait un petit cross-check dans le dos. Oui. Il y a eu ouais, voilà. C'était le joueur de Cloton contre Ambry. Le joueur de Cloton contre Ambry, cross-check dans le dos. Et là, il va nous sortir 1, 2, 3 matchs du chapeau. Mais Steph, peut-être rappeler, la catégorie DE, c'est 2 à 4 matchs maximum. Donc dès le moment où ils étaient en catégorie 2, tu es d'accord qu'ils ne pouvaient pas donner plus que 4. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive. En fait, c'est catégorie 3. Exactement, mais c'est ça le problème en fait, indépendamment des nombres de matchs qu'il a reçus. C'est la désignation de la catégorie finalement pour ce genre de geste. On est d'accord. Parce qu'il y avait tout dans ce geste-là. Il y avait tout vraiment pour donner un exemple, pour dire et regardez, on est encore en début de saison, on y va, ça c'est catégorie 3, les gars. De dire que ça c'est catégorie 2, c'est ouvrir finalement la porte à ce genre de geste. Et c'est ça qui est très problématique.
Je pense qu'on prend encore une fois la conséquence. Si moi, il sort en civière, est blessé, etc., probablement qu'il augmente. Souvenez-vous de la charge de... Évidemment, c'est difficile d'une année à l'autre de comparer, mais ça reste quand même la même ligue. La charge de Ria sur Riva, tu vas regarder, c'est en rien comparable à ça, à mon avis, nettement moins méchante. C'est plutôt beaucoup de malchance. L'inconscience et de la malchance. Riva, commotionné, est sorti, était tout étourdi. Hop, on sort une catégorie 3. À un moment donné, il faut quand même être conséquent. Là. Puis Herzog, je reviens encore sur celle de Herzog sur Zug, sur Blum. C'est combien de matchs? 8 matchs? 6, 8. C'est un repeat offender. C'est un gars qui avait des antécédents. Mais celle de Herzog, vous la regardez, il ne lève pas les patins du tout depuis la ligne bleue. Blum ne le voit pas vraiment arriver. Il ne fait pas d'élévation du corps. Tout le monde l'a trouvé épouvantable. Mais celle de Dauphin, elle est nettement bien pire que celle d'Herzog sur Blum. Mais Blum a été commotionné, lui qui avait des antécédents aussi de commotion, fin de carrière, etc., etc. Bam, on y va avec la grosse sanction. Et là, parce que moi, il se relève, puis finit le match, marque le but gagnant, on se dit, ouais, allez quand même. Non, mais au moment donné, la conséquence, on le sent qu'ils tiennent la conséquence qu'ils tiennent compte de la conséquence, on le sent clairement, et ça, c'est tout fou. Ouais, mais c'est problématique, Steph, s'ils tiennent compte de la conséquence, parce que ça va amener les joueurs à faire quoi? Ça va amener les joueurs à faire quoi? À rester étendus sur la glace? Exact. C'est ça que ça va faire. C'est-à-dire que là, on va exagérer finalement le véritable impact physique qu'on va peut-être recevoir là-dessus pour être là. Ah, mais si je me relève maintenant, super, il aura 4 matchs, quoi. Ouais. Ça, c'est problématique aussi. Messieurs, dans le chat, on nomme également la suspension de Bertaggia qu'il y a eu cette année, qui peut être un bon comparatif aussi. On a donné 2 matchs à Bertaggia. Là, on classe les 2 suspensions, tout comme Gélina, les 3 suspensions dans la même catégorie. C'est aberrant. Il y a Thomas qui demande, est-ce que Rapperswil peut faire appel de cette décision? Oui, ils peuvent faire recours de cette décision, mais sans rentrer dans le détail, Rapperswil et Ambry sont 2 clubs amis. OK, on va s'entendre, les directeurs sportifs se connaissent, se parlent régulièrement, se mettent d'accord pour un paquet de trucs, normalement certains contrats, et ils ne vont pas aller l'un contre l'autre, ça je vous le garantis. Oui, et puis apparemment dans le rapport qui est disponible, vous pouvez voir, il semblerait que Rapperswil ait accepté finalement la sentence qui a été énoncée contre Dauphin. Bon, il y a eu des excuses de Dauphin, ça d'ailleurs, on l'a mentionné également. Il s'est excusé. Dans la base, Laurent Dauphin n'est pas un joueur salaud de base. C'est pas un gars reconnu comme ça en Amérique du Nord. Non, intense, mais correct. Exactement. Peut-être qu'on a jugé qu'il n'avait pas d'antécédents. J'essaie de comprendre un peu la décision, mais honnêtement, moi, je la trouve compliquée. Ça a été beaucoup moins compliqué pour le juge unique de justifier un 6, 7, 8 matchs que de justifier un 4 matchs. Tu mets 6, 7, 8, tu mets 7, tout est beau. OK, on a marqué le coup, c'est bon. Personne, voilà, ça fait du sens pour tout le monde. Mais là, moi, je trouve que c'est de prendre les gens pour des abrutis. Nous, les spécialistes qui suivent, les arbitres, moi, je parle aussi des arbitres, et les coachs, les spécialistes, les gens qui sont tout le temps dedans, ne comprennent pas. Imaginez l'amateur moyen qui regarde ça de loin et qui dit, mais comment, on est où, là? Voilà. Donc, encore une fois, ils donnent le bâton pour se faire taper puis se ridiculiser. Puis, la prochaine fois qu'ils vont prendre une bonne décision, on va les critiquer quand même, etc. Donc, moi, je pense que Bertaggia et Gélina, c'était juste 2-3 matchs. Et Bertaggia, je ne l'aimais pas. Le gars n'a pas été blessé, mais c'était pas joli du tout. Gélina, c'était pas si méchant que ça, mais dans l'idée, c'était stupide. OK, celles-là sont correctes, mais c'est celle de Dauphin qui est complètement à l'ouest, quoi. Et puis, le dernier problème, c'est alors, ça va être quoi une catégorie 3 à ce moment-là? Ouais. Parce que si ça, c'est pas une catégorie 3, c'est quoi la prochaine fois? C'est un coup de patin dans la carotide? C'est quoi alors exactement? C'est exact. C'est un coup de canne à 2 mains à travers la tronche. Voilà. Ouais, c'est exactement le commentaire d'ailleurs d'Anthony pour finir sur cette suspension de 4 matchs à Laurent Dauphin. Il le dit très bien. Il faut faire quoi maintenant pour avoir une catégorie 3? Il va falloir assassiner un mec sur la glace pour avoir une catégorie 3. Ça laisse beaucoup trop large à la catégorie 2, si vous voulez mon avis. Écoute, Damien Ria, Fabrice Herzog, les 2 dernières que je me souviens qui étaient catégorie 3, étaient probablement moins pires que celle-là. Je dis ça, je dis rien. Voilà, messieurs, tout est dit sur cette suspension donc de 4 matchs à Laurent Dauphin. On va revenir sur les clubs romans en commençant par le leader du championnat, Fribourg-Gotteron. Messieurs, Fribourg, erreur de parcours hier du côté de Lugano. Ils étaient sur 9 victoires de suite. Mais on vient de sortir de 2 semaines où il y a eu de la CHL.
Et j'ai le goût qu'on parle un petit peu de ça. Mon thème, c'est pas compliqué. Vous l'avez peut-être vu dans notre sommaire, dans les commentaires. Pas de CHL, bonne nouvelle pour Fribourg-Gotteron. J'ai l'impression que l'an passé, c'était une distraction. Il y avait des blessures. Les joueurs ne prenaient pas confiance en CHL. Cette année, on peut se concentrer que sur le championnat. Et ces 2 semaines-là où il y a eu très peu de matchs permettent des entraînements, permettent de reprendre de la forme, de la santé. J'ai l'impression que c'est quand même une bonne nouvelle pour Fribourg cette année. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais pas totalement d'accord. Oui, pas de CHL, parce que lors du premier match de CHL en avant-saison, Sorensen se blesse, il est absent. Ça change quand même passablement les plans. Ça change les plans par rapport au powerplay de Fribourg-Gotteron la saison passée. Aussi, il devait prendre la place dans le powerplay qu'avait dit Domenico. Donc, il y avait beaucoup de changements. Et puis, voilà. Mais maintenant, Fribourg-Gotteron, c'est pas non plus le même début de saison. Hein, je veux dire, très bien, ils n'ont pas la CHL, ils le savaient. C'est pas la semaine passée ou la semaine d'avant qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de CHL. Moi, je pense que CHL ou pas CHL, Fribourg-Gotteron est largement un cran au-dessus finalement depuis le début de la saison, et je ne suis pas sûr que ça aurait énormément changé quelque chose. Peut-être au niveau de la fatigue, oui. Maintenant, je connais très peu de joueurs qui préfèrent s'entraîner plutôt que disputer les matchs. Bon, moi je dis ça, je dis rien, comme dirait Steph. Je sais pas ce que tu en dis. Effectivement, les joueurs préfèrent jouer les matchs que s'entraîner. Puis quand tu es une semaine sans jouer, tu refais du physique à l'entraînement, tu retournes dans le gym, tu fais des stop and start à l'entraînement, des entraînements de physique de début de saison que les joueurs n'aiment pas faire. Mais moi, je suis à mi-chemin entre vous deux. Je pense que le fait que Fribourg ne soit pas en CHL, c'est pas un drame. Je pense que on sait que l'année passée, on avait mis ça comme une priorité. Et Christian Dubé avait plus ou moins dit, si c'est une priorité, il faut peut-être le dire aux joueurs parce que je n'ai pas l'impression que les joueurs prennent ça comme pour une priorité. D'ailleurs, il y avait eu des petites histoires de gars il y avait des gars qui n'avaient pas pris ça très au sérieux lors du voyage de CHL l'année passée sur la route, là. Quelques-uns qui avaient fait la fête un peu trop tard au goût de l'entraîneur, d'où les commentaires de l'entraîneur en disant, mais là, c'est sérieux, c'est pas sérieux, la CHL. Voilà, ça, c'est une petite inside. Mais effectivement, je pense que Christian Dubé, ça va tellement bien pour Fribourg actuellement. La CHL pourrait être une distraction, un risque de blessure accru. Et là, je pense que pour Fribourg-Gotteron, c'est du pain béni tout ce qui se passe jusqu'à maintenant. C'est clair que si tu leur demandes tu préférerais pas disputer la CHL plutôt qu'être premier, je veux dire, la question elle a même pas lieu d'être pour moi. C'est pas la question. Maintenant, je nuancerai un petit peu quand même la défaite de Fribourg-Gotteron. Ils sont tombés face à l'équipe en forme du moment. C'est Lugano. Lugano, c'était le 4e succès de suite. Franchement, on les a vus aussi vendredi face à Bienne, Steph. C'est peut-être l'équipe qui a la ligne la plus impressionnante du moment avec Turkov, avec Karp et avec Joly, qui tourne à plein régime. C'est une ligne qui est véritablement dominante. Et c'est pas si étonnant que ça que Fribourg tombe contre Lugano. Je rappelle que c'est un peu la bête noire quand même de Fribourg. Parce que les 2 défaites en 60 minutes, c'était face à Lugano. Alors, lors du premier match à domicile à la BCF Arena, c'est presque Fribourg qui s'était un peu fourvoyé en fin de rencontre et finalement en encaissant sur des revirements. Peut-être un petit peu différent. Et puis, j'ai envie de dire, Reto Berra est redevenu humain aussi sur ce match. 86,67% pour lui d'arrêt sur cette rencontre. C'est évidemment un des chiffres les plus bas depuis le début de la saison. Puis ceci explique un petit peu cela. Aussi, c'est une ligue qui est quand même très compliquée. Déjà 9 victoires de suite, c'est exceptionnel. La 10e. Puis moi, j'ai envie de dire, ils s'enlèvent un petit peu de pression aussi en perdant une de temps en temps. Ça fait du bien. Les entraîneurs vous diront de façon... la philosophie, la psychologie de l'entraîneur, ça fait du bien d'en perdre une de temps en temps. Ça donne l'occasion à l'entraîneur de taper sur le clou en disant hey, « les boys, etc. » Je ne pense pas qu'on va somatiser sur cette petite défaite-là à Lugano hier, mais des fois que ça fait du bien de remettre les pendules à l'heure, même si je ne sentais pas vraiment de coup de mou dans les performances de Fribourg-Gotteron. Ouais, puis tu le dis très justement, tu perds à Lugano un dimanche après-midi, tu n'es pas en train de perdre à domicile un samedi soir face à Langnau. Tu vois, il y a aussi une différence comme ça. Tu peux te dire, voilà, si on est prêt à en perdre une, autant qu'on la perde là-bas, sur la route, etc. Ouais, puis ces matchs en après-midi, ça change la routine. Mine de rien, les joueurs de hockey sont des joueurs très routiniers. C'est des matchs en après-midi, c'est un long déplacement. Tout ça joue quand même contre Fribourg qui jusqu'à la toute fin a tenu. C'était un retour en 3e période. Ils n'ont pas lâché quand même. Ils ont montré du caractère malgré tout. Mais c'est une défaite qui se prend mieux que certaines autres défaites. Il y a Christian dans le chat rapidement, messieurs, qui dit Patemon est pour beaucoup dans les bons résultats de ce début de saison à Fribourg. C'est vrai que son travail passe souvent sous le silence, mais Patemon, c'est un très bel ajout au coaching staff de Fribourg-Gotteron. Énormément d'expérience et il gère beaucoup de dossiers importants pour cette équipe. C'est toujours dur à évaluer l'impact réel
d'un assistant-entraîneur. Hein. Ça, c'est les joueurs qui pourront vous le dire. Mais c'est clair qu'à Fribourg, tout portait sur 2 hommes, Rosa et Christian Dubé. Maintenant, on a quand même une autre voix aussi. Ça fait du bien aussi pour les joueurs d'avoir un autre gars, un autre son de cloche. Sur le banc, il y a quand même de l'expérience. Moi, je pense que l'ajout de Patémon, Fribourg, pour passer à une autre étape au niveau sportif, devait engager un autre entraîneur. Ça a été fait. Et c'est difficile de mesurer l'impact, mais quand une équipe va bien comme ça, toutes les décisions passent pour être des décisions géniales, on va dire comme ça. Ouais, je pense que c'est une pierre supplémentaire à l'édifice actuel de Fribourg-Gotteron. On Ouais. peut pas tout résumer à l'apport de Patémon en se disant regardez Fribourg sans Patémon et puis Fribourg avec Patémon, c'est premier au classement. Il y a d'autres facteurs. Les leaders performent. On a des meilleurs pointeurs quasiment du côté de soit de Fribourg, soit de Zurich. Finalement, quand on regarde la liste un peu des meilleurs pointeurs, il y a tout qui marche. Il y a 2 défenseurs étrangers. Voilà, on en parle. Borgman. Exactement. Par rapport à quoi Vanino la saison passée qui était ultra défensif, etc. Mais bon, même en étant ultra défensif, on voyait que c'était un flop quand même. On peut le dire. Ouais. Quoi. Oui, tout à fait. C'était l'étranger bon marché qu'on avait dit qu'on engagerait quand on est passé de 4 à 6. Parce qu'ils l'ont engagé très tôt, on l'a signé très tôt. Hein, et ils sont aperçus, eux, ils ont signé un étranger bon marché, entre guillemets. Et puis, les autres équipes ne sont pas allées vers des étrangers bon marché. Donc là, Fribourg a dit on va ajuster le tir cette année, on va aller chercher un stud en défense, comme on dit, un quart arrière, un pilier. Et puis Borgman ne nous avait pas convaincus dans les matchs amicaux, en tout cas moi personnellement, mais il a une efficacité redoutable, fait des bons choix, il a un punch offensif, il est responsable défensivement. Je pense que c'est peut-être le meilleur défenseur, dans le top 3 des meilleurs défenseurs de ce début de championnat. Et je rajouterai encore un dernier point pour Fribourg, ils ne sont pas Di Domenico dépendants. Non. Et ça, il y a 2 ans en arrière, c'était véritablement le moteur qui tirait l'équipe, en powerplay, qui tirait l'équipe, etc., en avant. Là, on en parle finalement assez peu de Di Domenico. Faire partie de l'armada offensive. Exactement. C'est un élément, une pierre supplémentaire finalement au fait que Fribourg-Gotteron soit leader, mais c'est pas non plus là l'élément essentiel. Et il est moins visé par les autres équipes et il reste beaucoup plus calme aussi en étant moins visé qu'à Berne. Il faisait partie du plan de match adverse toujours. Exactement. On essaie de le faire sortir de ses gonds. Maintenant, il fait partie d'un tout, mais on peut dire que les changements de Fribourg, ce qui fait le succès de Fribourg, c'est que Walmart, je pense, remplace avantageusement Desharnais. On pensait que Desharnais serait difficile à remplacer. Je pense que Walmart le fait de très, très belle façon. Et puis Borgman en défense pour Vainio, on s'entend que c'est un monde de différence. Là. Donc là, on a fait 2 steps. Et je le répète, mais la grosse interrogation qu'on avait, on savait que Fribourg a une assez bonne équipe sur le papier. La grosse interrogation qu'on avait, c'était dans le but. On s'est dit, est-ce que le dos de Berra va tenir? Est-ce que Berra sera transcendant? On n'avait pas confiance au deuxième gardien. Bien, non seulement Berra est transcendant, le meilleur gardien de la Ligue à 94% d'arrêt, et vous avez le deuxième gardien qui, lorsqu'il est aligné, fait presque des miracles. Il joue comme un premier gardien et assure le fort. Donc là, on est dans le meilleur des mondes du côté de Fribourg. Hein. Messieurs, pour terminer sur Fribourg-Gotteron, je prends un dernier commentaire. C'est Rodrigo qui dit « Je signe pour perdre tous les matchs contre Lugano et gagner tous les autres. » C'est un très bon calcul. Exactement. Messieurs, on passe maintenant aux champions en titre Genève Servette. Messieurs, on les a pointés du doigt depuis le début de la saison, mais là, ils se sont réveillés et je parle des étrangers du côté de Genève Servette. Mais on a tout de même pris une décision. Henrik Haapala, son contrat serait terminé après le match de demain. Est-ce que c'est une surprise pour vous, messieurs? Non, Steph a fait une blague, c'est pour ça. Il sera pas là. Il sera pas là pour la suite. Il peut encore être là demain soir face à Lausanne. On ne croit pas du Oui. tout parce qu'il n'a pas joué les derniers matchs. Puis il n'y a aucune raison pour qu'il se blesse éventuellement là, pour la dernière pige face à Genève. Ta question, c'était est-ce que ça surprend? Moi j'ai envie de dire oui sportivement parlant, puis j'ai envie de dire non économiquement parlant, parce que dès le moment où ils ont signé Tim Berni, tu savais que forcément ils avaient dû taper dans l'enveloppe qui restait au niveau du budget pour engager éventuellement un renfort, exactement, et puis de dire voilà, on n'a peut-être pas les moyens, etc. Puis moi j'ai envie de dire aussi, Haapala il a peut-être reçu d'autres offres, c'est ce qui se dit actuellement, il pourrait rester dans notre championnat. Et je veux te dire, à ce moment-là, Genève, il se dit, nous, on a une limite. Ils lui ont peut-être fait une proposition, peut-être pas. Peut-être qu'il avait déjà signé ailleurs, tu sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que sportivement parlant, quand même, Haapala, faudrait se rappeler que c'est quelqu'un qui s'est vraiment, j'ai envie de dire, bien moulé à l'équipe de Genève Servette, qui était top scorer en attendant, quand les autres étrangers performaient quand même un peu moins. Donc, sportivement parlant, ça peut être une perte. Ouais. Steph, est-ce que tu penses que justement, les autres étrangers qui se sont réveillés, les Maninen qu'on voit enfin, là, ça
lui aura pris un tour avant vraiment de s'illustrer, de montrer ce qu'il est capable de faire. Lundstrom qui revient en santé, 4 points en 4 matchs. Vatanen qui est dominant. Filppula qui reprend également un peu le rythme. Est-ce que tu penses que d'avoir du succès avec ces gars-là, ça a forcé peut-être, ça a permis à Marc Gauchi de se dire « j'ai peut-être pas besoin d'Apala tant que ça ». Oui, je pense que oui. Mais Apala a permis, je pense, c'est lui dans les matchs, quand Genève allait mal, c'est lui qui a performé ou surperformé pour tourner un peu cette saison qui partait drôlement mal, là, les matchs catastrophes. C'est lui qui a vraiment été la bougie d'allumage dans les matchs où Genève a repris du poil de la bête, comme on dit. Mais l'aspect économique, j'y crois à moitié, parce que vu les moyens de Genève Servette, on s'entend que voilà. Je pense que peut-être que l'entraîneur ne voulait pas gérer un surplus d'étrangers. Oui, tu joues pas. Parce qu'un étranger surnuméraire, là, honnêtement, regardez à Berne, là, Furk qui ressort dans les médias pour dire moi, je ne suis pas venu ici pour faire surnuméraire. Puis qu'il n'y a aucun étranger qui vient ici pour être surnuméraire, parce que les étrangers, on s'entend qu'ils viennent parce qu'ils ont un niveau supérieur ou font partie. Ils sont comparables aux meilleurs joueurs suisses. Et puis là, tu ne joues pas pour ces gars-là. Pour l'ego, c'est compliqué. Puis c'est de la gestion de vestiaire. Après, le gars se présente à l'entraînement, pas forcément la bonne attitude. Il trouve 3-4 oreilles attentives pour aller sur le coach, pourquoi je ne joue pas, etc. Donc, c'est de la gestion de vestiaire. Peut-être que Yann Cadieux a dit, moi, je ne veux pas gérer ça. Je veux faire jouer tout mon monde. Je veux tout mon monde heureux. Là, on vient déjà de rentrer Berny dans l'alignement, qui fait reculer pas mal de défenseurs. Je ne veux pas encore gérer un étranger de plus devant. Là, puis voilà. Je pense qu'il y a un peu de la gestion. L'aspect financier à Genève Servette, je n'y crois pas trop parce que je pense qu'ils n'ont pas une équipe M budget comme un de mes copains qui a des billets VIP à Genève Servette me dit toujours. Il m'avait dit, il faut quand même que je la raconte celle-là, je l'ai trouvée très, très bonne. Quand ils ont engagé Tim Berny, il m'a écrit un message, il m'a dit Stéphane, il dit on va être encore obligé de faire une action de vente de pâtisserie pour payer le salaire de Berny. Non, mais je suis d'accord avec toi, Steph. Mais tu sais, il y a quand même des histoires d'enveloppe et puis de prévision. Tim Berny, c'est un coup pour Genève. Donc tu peux aller voir ta direction, puis tu peux dire les gars, c'est maintenant, on a une occasion en or de le signer. C'est maintenant, à pas là, c'est beaucoup plus difficile d'arriver en disant on a une occasion en or de signer un super ailier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu deux poids deux mesures en disant ouais, bon, alors par contre, si tu fais ça maintenant, c'est fertique peut-être jusqu'à la fin de l'année ou la fin de la saison. Il se dit je pense qu'en effet, là, Genève tenait entre guillemets le couteau par le manche. Puis peut-être qu'il a reçu une offre à Pala. Oui, et puis il avait déjà signé ailleurs. T'en sais rien, honnêtement. Tu sais pas. Peut-être qu'il a eu une offre très intéressante financièrement ailleurs, puis il a dit à Genève, est-ce que vous vous alignez ou non? Puis Genève, on dit non, à ce prix-là, peut-être pas, là, ça devient un peu cher, etc. C'est peut-être aussi ça. Hein, les succès qu'il a connus, ça a fait allumer certaines équipes en se disant peut-être qu'il nous rendrait service. On manque un peu de hockey sense en attaque. De toute façon, est-ce que Apala peut tenir ce qu'il a fait sur toute une saison? Ça, c'est une autre question. Si vous me dites, messieurs, on a le choix du côté de Genève entre Tim Berny ou Henrik Apala, c'est Tim Berny, 100%, j'hésite même pas. La valeur de Tim Berny, un défenseur suisse de 23 ans qui signe pour 4 ans versus un étranger qui ne sera pas là l'année prochaine, la décision est simple. Oui, alors la décision, si elle est réduite comme ça, on est absolument d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi, je pense qu'ils ont fait une sacrée offre quand même à Tim Berny pour pouvoir le signer puis l'arracher aux mains d'autres formations. Mais tu parlais des étrangers de Genève. Moi, je crois que le facteur actuellement X, c'est quand même Maninen, parce que Maninen, en début de saison, il n'était pas là au niveau des points. Et puis récemment, qu'est-ce que j'ai calculé? 8 points sur les 7 derniers matchs. Pour lui, oui, il fournit la marchandise. Oui, Filppula va mieux, tu as raison. Vatanen fournit. Artikainen va mieux aussi. Il faut le rappeler aussi. Il score, il met des points. Maintenant, il retrouve son rôle aussi en powerplay. Celui qui déçoit encore, c'est Winnick. Au niveau comptable, c'est 3 points depuis le début de la saison. Winnick, là, il est encore en dessous. Mais est-ce que vraiment tu gardes à pas là pour mettre la pression sur Winnick? T'es d'accord? Winnick, c'est un peu à gérer, les garçons. Mais ouais, mais justement, puis tu vas pas le scier parce que lui, il peut peut-être retourner un vestiaire, donc t'es d'accord? Puis pour service rendu aussi, tu vas montrer quand même du respect à Winnick. Quoi. Mais en même temps, Steph, Winnick, s'il fait pas de points, il est quand même capable d'amener une dimension physique. Il est capable d'amener quelque chose d'autre à son jeu. Il a du temps à piquer. Il est devant la cage pour le power play. Même s'il n'a pas de points, si Filppula n'a pas de points, si Maninen n'a pas de points, si Artikainen n'a pas de points, les gars n'amènent rien d'autre. Mais Winnick a quand même une autre dimension qui peut être intéressante, son leadership dans le vestiaire aussi. Oui, puis vocalement, il ne donne pas sa place. Hein? On est d'accord.
pour le meilleur et pour le pire, mais il a même joué en défense aussi. Il était aligné en défense un petit moment, je pense, à un match. C'est un gars qui est fort utile à une équipe. Et comme je dis, pour service rendu, Winnick a été fidèle au club, il a performé jusqu'à maintenant. Et là, si tu dis, parce qu'il y a un petit coup de mou, il y a un moins bon début de saison, comme tu dis, offensivement, tu commences à y mettre de la pression puis faire sentir que c'est pas encore une fois de la bonne gestion de vestiaire. Parce que là, on s'entend qu'à Genève, tu as été champion. Il y a des gros égos dans le vestiaire, il ne faut pas se le cacher. Et moi, je tire mon chapeau à Cadieux pour avoir géré ces gros égos de vestiaire l'année passée. C'était pas facile. Et là, je pense qu'il ne veut pas s'embarquer dans des trucs pas possibles en perdant Winnick ou en y mettant une pression inutile. Mais par contre, faut pas perdre de match. Faut enchaîner maintenant un peu pour Genève, mine de rien. Ouais. Parce qu'ils ont gagné des matchs en jouant pas terrible. Alors le dernier, ils l'ont perdu, ils ont plutôt bien joué. Mais ils menaient quand même 2-0, donc ils n'arrivent pas à tuer un match pour l'instant depuis le début de la saison. Et c'est quand même un peu moins quand il y a fort. Robert Mayer dans la cage, moi je suis désolé, mais quand il y a Robert Bob Mayer dans la cage, c'est compliqué. Des clous face à saison, regardez, ses chiffres sont là, je le trouve très solide. Et quand on met Bob Mayer dans la cage, c'est tout de suite plus compliqué. On retrouve le Robert Mayer avec des mauvais jours plus souvent qu'autrement. Voilà, il prend une mauvaise pénalité aussi l'autre soir, avec le dimanche contre Zurich, ça tourne un peu le match. Il ne fait pas forcément les gros arrêts. Ça, c'est enlever le facteur Mayer depuis le début de la saison. D'accord avec toi, mais tu sens vraiment que le potentiel est là du côté de Genève, en fait. Oui. C'est surtout ça. Tu sens que c'est quand même la grosse équipe, le gros line-up. Puis tu parlais de la défense. Franchement, avec Lennström, avec Tim Bernie, je suis d'accord, ça va être difficile à gérer parce qu'il y a des défenseurs 4 qui vont se retrouver 6, 7, etc. Mais sinon, je vous rappelle quand même, avec l'attaque, tu gagnes des matchs. Avec la défense, tu gagnes un titre. Ben là, si Robert Mayer retrouve ses sensations et puis que Genève peut aussi aller loin, ça sera un sacré candidat quand même. Encore toujours. Et messieurs, pour terminer sur Genève, on peut dire de temps à autre, c'est pas comment, c'est combien. Mais quand c'est tous les matchs, ça commence à être problématique. Là, il y a une façon de gagner. Il faudra que Genève soit constant sur 60 minutes dans ses prochaines victoires et dans ses prochains matchs. Messieurs, on va passer à la 9e place du classement. C'est le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a perdu ses 2 matchs du week-end. Hier, le plus récent dans le Game of the Week à 20h face à Berne à domicile. Défaite en prolongation. L'équipe a montré du caractère en revenant au score dans ce match. Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est la blessure de Connor Hughes. Et messieurs, ce que je vous demande aujourd'hui, avec Hughes blessé, est-ce que ça change les priorités pour John Foust? Parce qu'on voulait aller chercher un ailier étranger capable de marquer. Mais là, si on perd Hughes pour plusieurs semaines, est-ce qu'on risque avec Pounenovs et avec Kevin Pache? Tu veux commencer, Steph, ou j'attaque? Oui, clairement. Écoute, parlons des gardes. Bon, concernant l'étranger, selon ce que j'ai appris hier dans les travées de la patinoire, c'est à bout touchant. C'est une question d'heure ou de jour ou d'heure qu'on annonce l'engagement d'un ailier étranger offensif. Un gars qui a du hockey sense. Voilà, c'est ce que j'ai appris hier. Et là, quand j'ai vu la blessure de Hughes, je me suis dit, est-ce qu'on va changer d'idée? Est-ce qu'on va dire, voilà, non, on attend, on n'a plus les moyens, on va mettre sur un gardien étranger. Mais trouver un gardien étranger maintenant, performant, parce que trouver un gardien, c'est facile. Hein, Joe peut mettre l'équipement aussi, puis Joe va faire le job. Mais on tenait quand même une semaine d'entraînement. C'est vrai que Pounenovs ne met pas le niveau très haut, là, mais... Mais trouver un gardien étranger, on va attendre le diagnostic de Hughes. Ça ne regarde pas très bien selon ce que j'ai entendu hier soir. Ça pourrait être assez long, mais des fois, on a peur des surprises. Attendons voir. Je pense que Foust va attendre le diagnostic. Mais effectivement, si Connor Hughes n'est plus dans la cage, Pounenovs ne peut pas assurer le fort, mais même pas proche dans l'état actuel. Regardez hier soir, Pounenovs correct, mais il prend 2 buts qu'il peut éviter. Encore une fois, il n'est pas archi mauvais, mais il ne fait pas de gros arrêts. Il ne donne pas une chance à son équipe de gagner. Si enlever les matchs de Pounenovs depuis le début de l'année, le match à Fribourg, le premier match, il prend un muffin de la ligne bleue. Le but d'Ieka, c'est un muffin, il doit le prendre. À Ambry, c'est clairement lui qui est responsable de la défaite. Il y a un autre match aussi. Mettez ces 3 matchs-là dans l'escarcelle de Lausanne. Tout le monde dit que Lausanne fait une super saison. Non, mais moi, je résume ça comme ça. Le gardien, ça ne pardonne pas.
Et quand il y a Pounenovs dans la cage, hier soir, le but en prolongation, il doit l'arrêter. Peut-être qu'on va chercher la victoire. C'est une toute autre dynamique mentalement pour l'équipe, etc. Donc, clairement, oui, si Hughes s'avérait absent pour une longue période, Lausanne n'a pas le choix d'aller chercher un gardien étranger. Kevin Pash est un excellent gardien, hyper talentueux. Il fait un super job en Swiss League. Aucun doute là-dessus. Mais dans l'état actuel, on est un peu déjà en mode, pas panique, mais à Lausanne, il faut quand même commencer à engranger des points pour partir dans la spirale négative de l'année dernière, même si la spirale négative est quand même un peu là. Si tu ne peux pas donner la cage, tu peux donner un match de temps en temps à Pash, mais ce n'est pas lui qui va venir te sauver la baraque. Mais Pounenovs, comment va réagir Pounenovs en sachant très bien que mentalement, pour lui, ce n'est pas facile, puis il entend ce qu'on dit, puis il n'est pas stupide non plus. Là, il regarde sa moyenne à 82 puis il se dit, attends, là, je suis aux fraises. Oui, Lausanne devra réagir advenant une longue absence. Alors, T'as eu le temps de prendre ton respire, Alex? Non, évidemment, je suis Steph sur la plupart des points. Ah oui, alors l'urgence, d'abord, c'était ça la question, l'urgence. Ouais. Est-ce que oui, il faut aller chercher un gardien? Oui, ils n'ont pas le choix. Et Steph l'a très bien dit. Pounenovs, c'est le moins bon gardien de la Ligue au niveau des chiffres. Hein. C'est 4,35 de buts encaissés en moyenne. C'est énorme. C'est moins de 82% quasiment d'arrêt. Oui, il n'y a pas photo. Tu peux pas que compter sur lui. Alors, le jeune Kevin Pash, oui, ça peut être une solution à court terme. Si la blessure de Hughes n'est pas trop grave, tu peux encore jouer la montre tout en sachant que, disons, alors moi, j'ai peut-être déjà signé un ailier étranger, comme a dit Steph. Donc, on peut encore attendre. Finalement, l'utilisation de Pash peut te permettre de temporiser quelques matchs ou de te donner du temps si tu dois aller chercher quelqu'un, un gardien étranger ou une autre solution dans le championnat de Suisse. Aussi, ça peut être une autre solution. Oui, tout à fait. Pas forcément un gardien étranger, hein. Il y a des deuxièmes gardiens. On a déjà vu par le passé des solutions, même en club de National League. Et puis finalement, voilà, il fait des piges. Mais il faut connaître la durée d'indisponibilité. Et ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a encore une troisième possibilité, c'est que Pounenovs, tout d'un coup, champagne, incroyable, retrouve son hockey scène, son hockey sur glace. Et puis enchaîne les matchs, enchaîne les bonnes performances. Et puis voilà, c'est tout bénef, entre guillemets, pour Lausanne. Alors oui, il y a urgence de trouver une solution. Mais d'un autre côté, et Steph l'a dit, pour trouver un gardien étranger de gros calibre, maintenant, très compliqué. Il ne faut pas faire de miracle non plus. Les gros calibres, ils sont dans la cage, puis les clubs veulent les garder. Il faut que tu trouves un gars malheureux qui revient de blessure, qu'il y a un problème avec son club. Et c'est tôt aussi pour les gardiens étrangers parce que les dernières années, souvenez-vous comment ça se passe. Les équipes de KHL, notamment ceux-là, et en Suède, en Finlande, se débarrassent, quand ils savent que leur saison est complètement pourrie puis qu'ils vont aller nulle part, qu'ils ne feront pas les playoffs, etc., pour sauver de l'argent, ils libèrent des joueurs, les envoient ailleurs. Puis ils liquident le restant de la saison. C'est comme ça que des joueurs ou des gardiens ou des joueurs étrangers débarquent dans notre championnat en fin d'année. C'est que les équipes s'en débarrassent parce qu'ils n'ont plus rien à jouer puis ils disent, on va sauver des sous, on va sauver les meubles là, pour le restant de la saison. Et là, c'est tôt un peu. On est même pas au mois de novembre. Donc, des clubs qui lancent la serviette sur un gardien, qui lancent la serviette sur un étranger, pas évident. La solution peut venir d'Amérique du Nord. Il y a des gars qui sont malheureux maintenant, qui sont pas alignés, qui ont été envoyés en AHL et puis tout à coup se retrouvent troisième gardien, un peu comme le Fribourgeois. Ludovic Weber. Weber, je ne me dis pas que Weber va revenir à Lausanne, c'est pas ça que je dis, mais il y a des gars mécontents, il y a des équipes qui voudraient peut-être se débarrasser de certains joueurs. Ça, c'est d'Amérique du Nord. Mais en Europe, ça va être compliqué de trouver un gardien, là, sincèrement. Puis un bon, parce que trouver un gardien, c'est facile, mais un bon. Mais moi, je pense qu'il faut trouver un buteur du côté de Lausanne. Il faut arrêter de tergiverser. C'est 50 tirs par match. Tant mieux. Pratiquement trouvé. Mais tant mieux s'ils l'ont trouvé. Mais c'est formidable. Mais après, il faut qu'il score. Il faut qu'il marque parce que là, les matchs s'enchaînent pour Lausanne et les points ne tombent pas. Et la chute au classement, elle commence à être vertigineuse. Exactement. Il faut qu'il marque, mais il faut qu'il soit employé de la bonne façon, ce nouvel étranger. Je regarde la fiche de Lausanne. C'est une victoire en temps réglementaire lors des 9 derniers matchs. C'était contre le HC Ajoie, une victoire de 2-1. Moi, je remets beaucoup en question le coaching de Jeff Ward dans les dernières semaines. Il est aux prises avec des étrangers qui n'ont pas de hockey IQ, qui ont très peu d'intelligence hockey, qui ne se mettent pas dans les espaces libres sur la patinoire, qui se découvrent jamais pour créer des lignes de passe. Et il s'entête à les mettre sur le premier trio, à les mettre sur la première vague de powerplay. Après ça, tu as le meilleur marqueur suisse de cette équipe-là, 10e du championnat, ça reste Théo Rochette.
Et qu'est-ce qu'on fait avec Théo Rochette dans ces situations-là? Parce qu'il est jeune, parce qu'il est facile à pousser dans l'effectif. On le met au centre de la 4, au centre de la 3, sur le piqué, on l'enlève du power play. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de jumeler le gars qui a probablement le plus de talent dans cette équipe-là, qui est Suomela, avec un gars qui a un fort hockey IQ comme Théo Rochette, qui nous le montre encore hier avec une magnifique passe à Boson sur le but. Tim Boson, honnêtement, je le trouve changé. Chaque match qu'il joue avec Rochette, il met des buts. C'est probablement une de ses meilleures saisons, Il se place bien. Exactement. Mais alors, il reçoit des bonnes passes et il se place bien. Exactement. Mais il faut des joueurs qui aillent justement aller chercher ces espaces libres. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours les problèmes des coachs. Est-ce que tu équilibres tes lignes ou est-ce que tu fais 2 blocs super forts, etc. etc. Le problème, c'est que si tu fais ces 2 blocs super forts, ça marche, tu es un génie, puis après tu peux pas revenir en arrière, puis selon l'adversaire que tu affrontes, c'est très compliqué ça. Je suis d'accord avec toi, c'est du coaching. Puis il y a des moments où tu espères toujours qu'il y a un déclic qui vienne, tu vois, où il y a ça. Puis qu'est-ce que tu veux vraiment reprocher quand tu es dans un match où tu as tiré, tu as atteint la cage 50 fois ou plus de 50 fois, tu te dis, ouais, bon, les gars, voilà, on n'est pas bon à la finition, ou bien, voilà, il y aura ces petits trucs à changer. Il y aura des choses, tu peux pas non plus tout leur reprocher, ou bien, le gardien adverse, ça fait un super match, etc., etc. À des moments, c'est pas combien, c'est pas comment, c'est combien. Ce qu'il faut regarder, c'est là où il faut. Et ce qu'il faut regarder, c'est les 50 tirs viennent de où? Parce que si c'est 50 tirs en entrée de territoire sur le long des bandes, c'est des tirs qui comptent, qui sont pas des chances de marquer. Moi, Jeff Ward a beaucoup d'expérience comme assistant coach, très peu comme head coach. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un head coach? Moi, je le vois derrière le banc avec son hoodie. Là. Je trouve qu'il donne tout sauf l'assurance d'un coach. Ses décisions, des fois, ses match-ups sont pas bons. Des fois, toutes les décisions en ce moment qu'il prend depuis plusieurs semaines sont pas les bonnes. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation derrière le banc? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quand même, c'était quoi la défaite face à Ambry? Où ils menaient et puis après, tout d'un coup, ils se sont écroulés sur un match. Ça a été un tournant. Et vous vous rappelez, avant ce match-là, on sentait que la mayonnaise, elle prenait, mais elle était à ça de parfaitement prendre. Moi, j'avais le sentiment que tu t'es dit, voilà, tout ce que tu n'as pas pu voir la saison passée, on est tout près que cette mayonnaise, elle prenne. Il y a même eu des victoires avec des scores assez fleuves. Juste avant ça, il y a eu la bouteille de ketchup. Là, il parlait de la bouteille de ketchup en 2 matchs. Il y a tout qui est sorti. Puis on voyait même presque du hockey champagne du côté de Lausanne, où tout d'un coup, on se trouvait les yeux fermés, ça fonctionnait, l'exécution était là, c'était parfait. Puis tout d'un coup, il y a ce petit grain de sable qui vient, puis on a le sentiment que ça touille pour faire la mayonnaise du côté de Lausanne, mais ça prend pas. Il manque peut-être de leadership pour sortir des mauvaises situations. Peut-être, mais après, comme l'a rappelé Steph, t'es pas aidé par ton gardien. Désolé de dire ça, mais de nouveau, quand Pouneneuf c'est dans la cage, il accorde 1 ou 2 mauvais buts. Et puis si tu marques pas, si ton gardien il te coûte 2 buts par match, là, ça veut dire que toi, déjà, au minimum, tu dois en mettre 3 par rencontre. C'est quand même compliqué. Puis quand c'est Pouneneuf, je rappelle la moyenne, 4,35, ça veut dire que tu dois marquer 5 buts en moyenne quand il est dans la cage depuis le début de la saison pour pouvoir gagner un match. C'est quand même compliqué quand tu as un taux de réussite qui est quand même assez bas par rapport au tir que tu... Une chose qui est sûre, c'est que les étrangers de Lausanne, si vous regardez Kovac, si vous regardez Salomaki et Sekac, les 3, ils ont à peu près le même profil. Surtout Kovac et Salomaki, c'est des gars qui moulinent, qui tournent comme des hélices, mais qui n'ont pas de hockey IQ et de gros hockey sense. Donc, Suomela, il joue avec 2 gars à côté, il sait que s'il donne le puck, il y a 3 chances sur 4 qu'ils ne reviennent pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans la zone? Il shoot au but. Il essaie de le faire tout seul. Puis, là, il se fait de plus en plus bloquer de shoot, notre ami Suomela, parce que tout le monde connaît son jeu. Et puis, en début d'année, Salomaki a ramassé des points un peu par miracle, quelques deuxièmes passes, une cage vide, etc. Mais Salomaki, ça reste le gars qui en a marqué 4 l'année passée. C'est un joueur de rôle, c'est un joueur d'énergie, c'est un joueur de 3 ou de 4. C'est un joueur de jouer sur une 3 ou sur une 4. C'est pas un joueur de premier bloc. Puis Kovacs, hier, il s'est fait bloquer combien de shoots? Il arrive, dès qu'il y a une option disponible, il ne la prend pas, puis il attend, puis il se fait bloquer. Donc là, et tu sais, la mentalité aussi d'un entraîneur, tu parlais de l'entraîneur, Joe, la mentalité souvent d'un entraîneur, c'est de dire, attends, moi, je vais montrer à mon GM, je vais montrer à l'organisation, au propriétaire, que moi, mes étrangers, je les mets ensemble, je leur donne de la glace, je leur donne de la corde pour se pendre. Puis regardez, ça ne suffit pas, donc j'ai besoin d'aide. Des fois, la mentalité d'un entraîneur, c'est ça. Je ne dis pas que il prend les meilleurs joueurs sur le papier. En Suisse, c'est beaucoup les étrangers, c'est beaucoup les. Et puis il les met, puis il dit, ben, regardez, ça ne marche pas, c'est pas de ma faute. J'espère que c'est ça. J'ai déjà entendu ça dans la philosophie. Donc, voilà, mais clairement, on a le même problème qu'on avait plus ou moins à Lausanne, ou à peu près le même problème qu'on avait les 2 dernières années. On génère, on a de l'énergie. Hier, pendant les 10 premières minutes, c'était le tourbillon dans le camp de Berne, mais on n'est pas arrivé à enfiler l'aiguille encore une fois. Et ça prend beaucoup trop de chance pour marquer un but. Kovac a été... il ramasse des points, il fait une belle passe sur le 5 contre 3, mais le nombre de passes ratées... Samedi à Langnau, les gars, plus de 30 revirements.
plus de 30 revirements créés par Lausanne. Ça là, c'est la marque d'une équipe qui manque clairement de hockey sense, de hockey IQ, des mauvaises décisions. Mais des fois, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous, mais parfois il faut un déclic. Et sur un match, tu peux faire un déclic, Oui. et puis tout d'un coup, tu te lâches la pression, parce que je suis sûr que tous les joueurs et le coach aussi doivent se mettre une énorme pression en ce moment, en se disant Bien on joue sûr, pas si mal. bien sûr. Et puis tu sais, quand tu peux dire ça, 2 matchs de suite, quand tu dis on a bien joué, on a perdu parce que voilà, mais on est dans la bonne direction. Mais quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 8, tu commences à vraiment à douter, puis à faire les mauvais choix, à faire les mauvais gestes, etc., etc. Mais je rappelle que mardi, profite de faire un peu de pub quand même, hein, Vas-y. non, mais il y a un derby lémanique, et souvent ces matchs-là, quand il y a une rivalité finalement entre les deux équipes, la Lausanne va jouer chez le champion qui va un peu mieux, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Moi, je sens que ça peut être un match très intéressant. Rendez-vous 19h25 demain pour notre studio, bien sûr. Oui, super. Et- Non, mais honnêtement, hier, Lausanne revient, égalise à une seconde de la fin. Dans l'ensemble du match, je pense que c'était mérité l'égalisation. Et s'ils avaient gagné en prolongation, s'ils avaient fait tourner ce match-là, on aurait pu construire sur une énergie positive. On est allé, on est revenu. Autant la défaite à Ambry, de la façon dont ça s'est passé, a fait mal à l'équipe et les a lancés dans une spirale négative, autant hier, c'est une victoire en prolongation aurait été tellement. Ça aurait pu changer la dynamique du reste de la semaine. Et cette semaine-là est capitale pour Lausanne, hein, parce que demain à Genève, on sait que c'est une grosse commande. Vendredi, on reçoit Cloton à la maison. C'est un must-win. Là. Tu ne peux pas perdre contre Cloton à la maison vendredi. Puis samedi, tu vas à Lugano. L'équipe est chaud bouillante. Donc, évidemment, là, du côté de Lausanne, on commence à regarder plus vers le bas que plus vers le haut. Et les gens ne veulent pas. On est au bord les gens sont au bord de dire ben là, ça va être encore une saison comme l'année passée, alors que je pense que l'équipe a une physionomie quand même un peu différente. On va voir à la fin de la semaine. Oui. Il y a Joe qui veut avancer parce Oui. qu'il regarde le timing. Il nous reste 2 oh là équipes, là. je regarde le timing et je vais prendre le mot de la fin sur Lausanne. Thierry, il faut voir les choses positives. Les maillots sont magnifiques. Voilà, tout est dit. On passe au HCBN. Si il y a une équipe qui va mal en ce moment, c'est bien le HCBN. Les résultats ne sont pas là. Contre Zug, on a tenu 2 périodes. On s'est écroulé du côté de Bienne en 3e période. Et au non-verbal de Gaétan Haas pendant son entrevue, on voit qu'on est à court de réponse du côté du HCBN. C'est la cata, Bienne. Non, mais franchement, c'est la cata, Bienne. C'est une victoire sur les 9 derniers matchs. C'était une victoire en overtime contre Rapperswil. Ils restent sur 2 défaites. En plus, ils n'ont pas de bol avec le calendrier. Je vais juste te dire pourquoi. Parce que les 2 derniers matchs, ils jouent Lugano, hein, dont on a parlé là, et ils jouent Zug. C'est les 2 équipes peut-être les plus en forme actuellement, on va dire, avec Fribourg. Donc en plus, sur les 2 derniers, tu te retrouves comme ça. On parlait de coach qui essaye des trucs. Alors il essaye. Hein. Il a encore changé ses lignes. Et on en a déjà parlé en plateau. Il fonctionne par duo, hein, parce qu'il a des blessés, donc il n'a pas le choix. Il n'a plus quasiment plus de trio. Je prends l'exemple, par exemple, Gaëtan Haas, Olofsson, Offer d'habitude. Offer est blessé. Il avait laissé Gaëtan Haas avec Olofsson. Maintenant, il a enlevé Olofsson de Gaëtan Haas. Il a essayé avec Salinen. Enfin, il essaye de changer, on va dire, ses duos d'attaque. Et puis, il complète ça avec ce qu'il a à disposition aussi. Parce qu'il y a un moment, là, on parlait de profondeur de banc. Du côté de Bienne, clairement, s'il y a une équipe qui devrait aller chercher quelqu'un, moi, je pense que c'est Bienne. Parce que ils sont peut-être à parler à Bienne. Ils sont à la rue. Steph, il y a le commentaire de Rodrigo. Bienne doit changer son staff de coach. Est-ce qu'on doit déjà peser sur le bouton panique à Bienne? Je pense que Steinegger sent un petit peu la pression. Là. Monsieur le meilleur manager d'Europe centrale, là. Moi, je dis ça pas contre lui. Je pense qu'il a fait un excellent job jusqu'à maintenant. Mais là, la pression a commencé à venir. Pour une première fois, peut-être, il a l'air moins d'un génie qu'avant. Puis là, il doit peut-être réagir en se disant « Ouf, c'est compliqué. Là, les gens vont s'impatienter. » Tu sais, à Bienne, je suis toujours à Bienne, même quand il y a du brouillard, il fait soleil. C'est toujours l'histoire positive. On est content de ce qu'on a, etc. Mais là, avec la finale l'année passée, les saisons qu'on a connues, on commence à avoir un peu des attentes. Et là, je pense qu'on va s'impatienter parce que le hockey présenté n'est pas du tout ce qu'on attend. L'équipe n'est pas au niveau. L'année passée, elle trouvait le moyen de gagner. Maintenant, elle trouve le moyen de perdre. Il y a beaucoup de contrats aussi qui arrivent à terme. Ça se joue, je pense, dans la tête des joueurs forcément. Et on parle souvent des contrats qui sont renouvelés prématurément.
mais ça permet aux joueurs de jouer de façon plus libérée, à mon avis. Et là, je pense que Steineger a probablement trop attendu dans certains dossiers. On a annoncé le renouvellement d'offert qui était probablement une priorité, mais il y a quand même plusieurs gars qui ne savent pas sur quel pied danser. Puis dans ce milieu-là, quand ton agent t'appelle 2 fois par semaine pour dire ben là, j'en suis là avec tel club, j'en suis là avec tel club, puis Steineger doit me rappeler, mais il ne m'a pas rappelé aujourd'hui, il va m'appeler demain. Puis tu rentres à la maison, tu parles à ta copine. C'est des éléments de distraction pour moi. Ça, c'est clair. Les négociations en NHL, tu le sais, Joe, les négociations en cours de saison pour des renouvellements, ça ne se voit pas souvent. Les équipes n'aiment pas ça. Beaucoup de GM te disent que c'est une source de distraction pour les joueurs. Ils sont en train de penser à leur avenir, puis peut-être ils sont déménagés au Tessin ou à Davos, etc. La femme qui commence à faire des plans avec les enfants pour l'école. Oui, mais son signe là, il y aura ça. C'est humain. Les gens ne se rendent pas compte, mais derrière chaque athlète, il y a une vie personnelle, il y a des parents, il y a des amis, il y a des femmes. Et ça, je pense que c'est une distraction du côté de bien. Oui, il y a la malchance des joueurs blessés. Oui, il y a le nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur, visiblement, il faut le dire, ça ne passe pas. Mais il y a aussi l'aspect de distraction. Je pense que là, Steineger a peut-être un peu se me remettre en question sur la gestion des renouvellements de contrats. Il y a tout qui arrive au pire moment pour Bienne. C'est la réalité. Tu dois encaisser une défaite au 7e match en finale. Tu ressors pas comme ça au premier match en septembre en étant virevoltant. C'est super. Tu dois faire ton deuil d'une défaite. C'est très compliqué. Quand tu échoues en finale, c'est vraiment, tu dois faire comme un processus de deuil en disant voilà, tu dois accepter le fait d'avoir perdu là-dessus. En plus, on le sait tous, tu pars d'une ère. Il y a un entraîneur ultra aimé, ultra respecté qui a réussi à souder l'équipe comme jamais les dernières saisons, qui est plus là. Donc tu pars avec une nouvelle personne. Est-ce que tu lui laisses les clés? Est-ce que tu lui dis fais un petit peu de l'ancien, un petit peu de nouveau, etc. Ça me fait penser à un restaurant, vous savez. Quand il y a un chef qui est là, qui est établi, qui a fait la réputation du restaurant, et puis que ce chef part... Et puis, tu as un nouveau chef dans ce restaurant, puis tu dis, ouais, alors, vous voyez, en gros, les serveurs, c'est les mêmes, le personnel en cuisine, c'est les mêmes. Il y a juste le chef. Alors, ça sera des plats un peu différents, mais voilà, vous allez voir, ça sera bien quand même. Puis, résultat des courses, tout le monde compare, et puis tu te retrouves dans la situation où les clients habituels, fidèles, se reconnaissent plus, finalement, dans la cuisine qui est proposée. Voilà, je vais arrêter là. Même le vin, même la même bouteille de vin ne coûte plus la même chose. Voilà, où la carte des vins n'est pas bien tenue. Enfin, bref, on va s'arrêter là, mais c'est un petit peu tout ça. Oui, il y a les renouvellements de contrats. Moi, je suis d'accord avec vous, mais finalement, c'est une particularité helvétique. Ça date pas de cette saison, c'est comme ça depuis un moment. Donc, quand tu as un bon GM, moi, je pense qu'ils ont mis énormément de temps à re-signer offert. Ça a été très compliqué, certainement, les négociations. Puis ça a un peu tout bouché, parce que c'était le premier à signer. On est d'accord, on en a parlé dans Overtime. En disant, si tu le signes pas lui, ça conditionne tout le reste. Tu le re-signes lui, voilà, ça conditionne aussi le reste. Et puis, il y a le truc du gardien quand même. La saison passée, avec la blessure de Van Pottelberg, tu n'avais pas ce problème-là. Tu avais Settery, voilà qui est là. Là, maintenant, tu as dans le line-up, tu as Van Pottelberg, puis tu as Settery qui pousse la porte. Formidable, hein? Ça aussi, va leur expliquer à ce gardien. Tu te rappelles la séance de tir au but? Il sort Van Pottelberg, il met Settery tombe en arrière. Et voilà, je pense qu'il y a de la gestion de vestiaire qui est très compliquée, il y a des résultats qui suivent pas, mais surtout, Bienne n'est pas constant dans la même rencontre. Tu peux avoir un tiers qui est très intéressant, qui est très bien, tu as le tiers suivant où il passe complètement à côté, et puis après il se retrouve de nouveau pas trop mal dans la troisième période. Ça manque de constance, quoi. Messieurs, pour finir sur Bienne, je prends 2 commentaires. Fabien qui dit le bon exemple des joueurs peut-être perturbés par une fin de contrat, c'est Jonathan Hang à Cloton. Moi, j'irais plus loin que ça. Fin de contrat avec Inti Tormanen, le système, on va le mettre entre guillemets, très ouvert, mettait beaucoup de joueurs en valeur. Des joueurs qui sont en fin de contrat en ce moment, maintenant, ils doivent jouer dans un système beaucoup plus carré. Peut-être que ça ne met pas certains joueurs en valeur et eux jouent contre leur coach parce qu'ils se disent « Moi, si je joue ça, ça ne me met pas en valeur. Il va y avoir peut-être moins de dizaines de milliers de francs à mon contrat. Je vais peut-être avoir moins d'offres. Je joue d'une autre façon. » Et ne serait-ce que 2 joueurs fassent ça dans l'équipe, ça vient de péter le système de jeu complètement. Et le dernier commentaire, c'est Simon qui, lui, il va cash. Mettez-moi un coach nord-américain à Bienne. Enough of Finland already. Voilà. Messieurs, on passe au dernier club. Juste une parenthèse. Steineger n'est pas un fan des coachs nord-américains, pas parce qu'il pense qu'ils ne sont pas bons, parce qu'il dit que les coachs nord-américains sont parfois trop durs avec les Suisses et ça ne passe pas très bien. Et même avec certains étrangers finlandais, les entraîneurs canadiens sont réputés être trop durs et les gars ne supportent pas. Voilà. Messieurs, on passe maintenant au HC Ajoie.
Les Ajoulots qui ont remporté leur 2e victoire en temps réglementaire de la saison dans leur déplacement samedi face à Davos. Messieurs, je vous lance comme ça. Une victoire, c'est bien, mais moi, je suis pas rassuré. Non, mais... Ils sont sur une série, là, une victoire de suite. Non, mais d'abord, c'est la fin d'une autre série. Moi, je pense qu'avant de parler peut-être d'une série positive, c'est surtout la fin d'une série négative. Ouais. Et finalement, bien sûr, tu peux dire, ah oui, voilà, blablabla, on va en parler peut-être plus en détail. Mais ça, c'est déjà marqué. C'est la fin, quoi. Pour une fois, quand ils regardent sur leur téléphone l'article qui résume le match, c'est pas « Ah, nouvelle défaite d'Ajoie, blabla ». Là, au moins, ça, c'est le premier point. Maintenant, merci à Davos, parce qu'apparemment, Ajoie est la bête noire de Davos. Alors, je sais pas si c'est l'effet Volvend ou pas, mais les 2 victoires en 60 minutes, sur le même score de 2-1, c'était face à ce HC Davos. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quand même du positif à retirer de tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est toujours très difficile d'aller jouer à Davos, parce que c'est la première fois qu'Ajoie s'impose. Non, mais ça, c'est pour la boutade, mais Ajoie s'impose pour la première fois du côté des Grisons, où c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il y a des équipes qui ont connu vraiment des traversées du désert à ce niveau-là. Et puis, mine de rien, il y a plusieurs satisfactions à voir individuellement parlant. On peut parler de Chacho, ses derniers matchs, Chacho, pour moi, il prend la cage, honnêtement, vraiment. Il est un peu au-dessus, il les tient dans la rencontre, il accorde vraiment pas de mauvais buts, etc. Indépendamment du système, je trouve que Chacho vraiment fait le job. Face à Zurich, il était très bon aussi, me semble-t-il. Enfin voilà, il y a la période de ça. Et puis il y a Asselin qui a scoré, qui a mis 2 buts et puis un assist sur les 3 derniers matchs. Donc là, ça se débloque un petit peu quand même. Est-ce que ça sera suffisant pour une remontada ? Certainement pas, parce que le chantier est immense et le gap est très grand encore par rapport aux autres équipes. Mais au moins apprendre à ne plus perdre, j'ai envie de dire, c'est déjà très important. Je suis entièrement d'accord. Le body language des joueurs d'Ajoie avait déjà un peu changé les derniers matchs, on le comprend aussi. La victoire va sûrement leur faire énormément de bien. Tant mieux pour eux, sincèrement. Chacho était très bon, tu l'as dit. Mais la route est longue du côté de l'Ajoie. On le voit à tous les niveaux. Cette équipe-là, ultimement, il faut le dire, elle est destinée à 13 et 14. Elle est moins forte à peu près à tous les niveaux. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu cette année, il y a 2 joueurs qui m'inquiètent un peu, qui ont été quand même des moteurs l'année passée. Brennan en défense. Brennan a été vraiment excellent l'année passée. Une 15aine de buts, je pense, quelque chose comme ça. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, en tout cas, point de vue offensif. Il volait sur la glace, il est allé chercher un gros contrat, semble-t-il, le plus gros contrat qu'on a jamais donné dans l'histoire du HC Ajoie. Et cette année, le garçon, honnêtement, il est aux abonnés absents. Sérieusement, s'il est méconnaissable, autant il était une locomotive l'année passée, on le voyait, là, on ne le voit pas. J'espère qu'il s'est passé sur son contrat. Et puis, De Vos, malheureusement pour lui, il n'a jamais été un marchand de vitesse, mais je trouve que cette année, il a perdu un peu de vitesse encore. Je trouve qu'il a ralenti un petit peu. Et là, ça devient presque... on sait qu'il y avait le strict minimum au niveau de la vitesse, puis il jouait beaucoup sur son sens du jeu. Et là, ça devient vraiment compliqué. Il a perdu une petite vitesse, et puis le sens du jeu est toujours là, mais ça devient compliqué. Il est moins transcendant, même en power play. Ça fait 30 matchs qu'il n'a pas marqué aussi. Ça commence à lui jouer dans la tête. C'est 0 but, 5 passes depuis le début de l'année. C'est plus le cerveau de cette équipe-là, malheureusement pour Ajoie. Et ça, ces 2 gars-là n'étant pas comme l'année passée, je dirais, ça change beaucoup, beaucoup parce que cette équipe-là porte sur les étrangers. Il ne faut pas se le cacher. Au niveau des joueurs suisses, il n'y a clairement pas la profondeur. Ouais, messieurs, moi, je vais être vraiment dans le négatif. Pour moi, les prochaines semaines vont dicter si Julien Vauclair est l'homme de la situation à Ajoie. Sa première décision, quand il a été engagé, ça a été de virer Gary Sheehan et Vincent Deschênes, 2 hommes qui avaient monté cette équipe en National League, qui avaient de l'expérience, des contacts. Depuis, l'équipe est moins forte. Honnêtement, au lieu de s'améliorer, elle régresse, cette équipe. Cette année, c'est la pire des 3 années qu'on a vues. C'est cette année, l'équipe du HC Ajoie. On laisse passer des joueurs. Je prends Josh Lawrence, par exemple, dans la Swiss League. Comment ce gars-là peut se retrouver? C'est un jeune talent. Comment ce gars-là peut se retrouver à Winterthur, mais pas à Ajoie? Aucune grosse signature suisse. Il n'y a rien qui me donne de la confiance en Julien Vauclair. J'ai l'impression que le seul
geste qu'il peut poser, c'est de virer l'entraîneur et prendre sa place. C'est ce qu'il a fait jusqu'ici les 2 premières saisons de son mandat comme directeur sportif. Et c'est bien beau de pointer du doigt certains joueurs, de pointer du doigt le collectif, de pointer du doigt l'entraîneur. Est-ce qu'on peut maintenant se pencher sur le cas du directeur sportif? On nous vend une hausse de quelques millions du budget. Il est passé où? Dans le mouvement junior. Dans ce cas-là, vendez-nous pas que l'équipe va avoir une hausse de budget parce que sur la patinoire, on n'a rien vu de cette hausse budgétaire. Cette équipe-là régresse. C'est dommage. Je pense que les Jurassiens méritent mieux que ce qu'ils ont en ce moment. Et moi, je tient responsable en partie, évidemment, en partie Julien Vauclair. Et les prochaines semaines, pour moi, s'il ne bouge pas rapidement et s'il n'y a pas un gros geste de fait par Vauclair, ben, pour moi, c'est que ce n'est pas l'homme de la situation. Et ce sera le mot de la fin sur le HH. Moi, je vais juste rajouter un truc. Ben, Steph, rapidement, parce qu'on vient d'entendre la sirène. Ouais, Frédéric Gauthier aussi, je parlais de Devos et Brennan, mais Frédéric Gauthier, pour moi, ça a été une mauvaise décision de le renouveler. C'est pas un gars qui peut jouer comme étranger dans notre championnat, clairement. Il est trop limité au niveau du patinage, etc. Puis il connaît une saison tout simplement horrible. Et puis, juste Julien Vauclair, je partage un peu ton avis. Il devra aussi rendre des comptes à un moment donné. Mais est-ce qu'il a les mains totalement libres? Est-ce qu'il est derrière toutes les décisions qui ont été prises de renouvellement de contrat ou de ne pas engager certains joueurs? Je ne suis pas sûr qu'il a les mains totalement libres sur tous les dossiers. Moi, je ne pense pas que ça soit lui qui saute en premier. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, j'ai regardé un petit peu sur le banc, voilà, un petit peu là, parce que, désolé, mais aux dernières nouvelles, c'est quand même lui qui dirige cette équipe. Messieurs, il faudrait faire un overtime en prolongation. C'est ça qu'il faudrait faire. J'ai l'impression qu'il y avait encore beaucoup à dire, mais évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Overtime dès midi, donc sur Facebook en direct. Et également, l'épisode d'aujourd'hui, dès cet après-midi, sera disponible sur nos différentes plateformes. Et ne ratez pas sur MySports 1 la rediff à la télé, donc à 20h. Alex, Steph, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve d'ailleurs demain pour le derby lémanique en studio dès 19h25. C'est Laurent Meunier, je crois, qui sera votre invité. Laurent sera là. Parfait, donc c'est un rendez-vous pour tous. Merci beaucoup, vous avez été nombreux à nous écrire dans le chat. Toujours très intéressant de vous lire et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.